Donc, on m'a chargé d'animer cette table ronde dont le thème est médiation et pratiques pédagogiques. Donc, comme tous les ans, la table ronde de la journée académique est toujours très ancrée sur le terrain. Et donc, on a sollicité trois personnes. Donc, Magali Bossuit, qui, comme on vous l'a dit ce matin, suite à un problème de train, ne peut pas être avec nous irréel, comme on dit sur Twitter, mais elle nous a enregistré une vidéo et donc on va regarder la vidéo juste après. Donc pour la présenter, Magali Bossuit est professeure documentaliste à Carcassonne, au lycée Jules Fil. Elle est connue sur Twitter sous le nom de Sao Malgar. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Elle est créatrice et organisatrice du défi Babelio et elle va vous présenter les différents dispositifs de médiation numérique qu'elle a mis en place dans son établissement. Donc ensuite, on a Éric Garnier, que vous connaissez tous, donc qui est de l'Académie de Rouen, au lycée Monet au Havre, qui est membre du pôle de compétences et qui est aussi IATIS. Donc lui va vous présenter sa CDI Box. Donc c'est le premier dans l'Académie à mettre en place ce dispositif. Et ensuite, Claire Cassaigne, de l'Académie de Paris, professeure documentaliste au collège Gérard Philippe et que vous connaissez aussi peut-être sur le nom de Fenêtre Sûre. Je pense que vous êtes déjà allé faire un petit tour sur son blog qui regorge de ressources, de séances pédagogiques et de progression très intéressantes. Et donc, Claire va nous présenter la mise en place et la mutualisation de Serious Game notamment. Alors, pour essayer un petit peu de cadrer les choses, la médiation peut prendre plusieurs aspects, c'est ce qu'on a vu ce matin. Nous, dans cette table ronde, on s'est surtout attardé au dispositif numérique de médiation. Notre fil rouge, c'est comment créer, utiliser et mettre à disposition des dispositifs numériques de médiation afin de favoriser une pédagogie active et de permettre l'acquisition de savoir, savoir-être et savoir-faire. Donc on entend beaucoup parler de dispositifs numériques de médiation, surtout dans les bibliothèques. Je pense aux différentes publications de Sylvain Mercier, par exemple. Nous pouvons évidemment nous en inspirer en tant que professeur documentaliste, mais n'oublions pas notre mission première qui est l'enseignement. Nous sommes là pour former des élèves et nous devons les former à la culture de l'information par une progression des apprentissages bien spécifiques. Donc pourquoi utiliser la médiation dans nos formations ? Tout d'abord parce que nos usagers sont des élèves adolescents, public très hétérogène, avec beaucoup de différences. Ensuite, ça peut aussi nous permettre de pallier à nos problèmes d'emploi du temps. On est tous tributaires des emplois du temps d'autres professeurs. On a du mal à avoir les élèves en formation. On a du mal à les avoir régulièrement la plupart du temps. On ne les voit pas assez. Donc c'est vrai que la médiation peut nous permettre d'approfondir certaines séances, de terminer parfois certaines séances, et aussi de réinvestir les acquis vus précédemment. Ensuite, la médiation peut aussi nous permettre d'accompagner l'élève dans son appropriation des savoirs et d'éveiller sa curiosité. Donc le professeur documentaliste est un médiateur, oui, c'est un professionnel de l'information, mais c'est un médiateur enseignant. Et n'oublions pas que l'élève peut devenir aussi médiateur puisqu'il est producteur d'informations. Il peut produire des médias pour d'autres élèves, je pense par exemple à la liaison CM2-6e. Il peut aussi, de par ses interactions, devenir un médiateur. Donc, quels seront alors les enjeux de la médiation dans les apprentissages documentaires ? Comment on peut faire ? Comment procéder ? Donc, je vais laisser la parole aux trois témoins qui vont vous présenter un panorama de leurs différents dispositifs. Et donc, on va commencer avec Magali Bossuit. Bonjour à tous. Je suis en vidéoconférence, en IPG, on va dire même. Je suis donc Magali Bossuit et je suis vraiment On va essayer de pallier ça, des problèmes techniques.
extrêmement navrée de ne pas être parmi vous pour plein de raisons. Donc, bon, je ne suis pas avec vous. Mais je suis vraiment déçue parce que j'avais vraiment hâte de rencontrer toute cette équipe de Rouen qui est très très dynamique et que tout le monde connaît parmi la communauté des profs doc. Il y en a pas mal que je ne connaissais pas en vrai et que j'avais vraiment envie de rencontrer aujourd'hui. Donc je suis vraiment déçue de ne pas tout être avec vous. Donc malgré tout, j'ai essayé de vous proposer donc, ce que j'avais préparé. Alors, je vais tenter de faire un partage, je vous espérer que ça va fonctionner, de ma présentation. Je vais essayer aussi de tenir les délais. Je sais qu'il y a Eric qui a pas mal de choses à dire et Claire aussi, donc je vais essayer de ne pas monopoliser la parole. Juste un petit mot pour ceux qui ont des questions éventuellement à poser. Je serai disponible sur Twitter si vous le souhaitez, même par mail, hein, si vous voulez me contacter, il n'y a pas de problème. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne continuation pour cette journée et puis je vais vous présenter ce que j'avais prévu de faire. Alors, je vous partage mon écran. J'espère que vous l'avez devant vous. Je vais essayer de mettre en plus grand parce que j'imagine que vous êtes nombreux et c'est pas facile à voir. Ah, j'ai vu ça. Ça commence mal. Voilà. Alors, donc avant de démarrer dans le vif du sujet, donc je vais vous parler du contexte de mon établissement. Donc moi je suis au lycée Jules Fil à Carcassonne. Donc c'est un lycée polyvalent, c'est-à-dire qu'il y a des filières générales, technologiques et professionnelles. Avec donc forcément on a obtenu un renouvellement du label des métiers cette année, très longtemps. Il y a c'est un gros établissement puisqu'il y a environ 150 élèves, voire un petit peu plus. C'est assez fluctuant étant donné qu'on a justement une section professionnelle, ça varie pas mal. Environ 230 enseignants. Cet établissement est situé dans une zone dite sensible puisque le collège est juste à côté de Angers. Et nous sommes au niveau d'un quartier avec des tours, avec une population, une communauté donc, qui est un peu rassemblée dans ces tours-là. La population que nous accueillons dans l'établissement est donc forcément hétérogène puisqu'on recrute aussi beaucoup dans les campagnes alentours, forcément dans la cité qui est juste à côté. Et puis, comme nous avons des sections professionnelles assez spécifiques dans des villes qui sont parfois assez éloignées. Alors, nous avons eu cette année un excellent cru au baccalauréat, tant au niveau général qu'au niveau professionnel et surtout au niveau technologique. Vraiment, on pêchait énormément ces dernières années. Beaucoup de filières avec 100%, donc on est vraiment très très contents. C'est un établissement où il y a beaucoup de projets, donc j'espère que c'est ça aussi qui fait que les élèves ont envie de venir et réussissent. C'est par contre un établissement très ancien avec un bâtiment très vétuste. C'est même pire que ça, hein. On a des salles quand même qui sont dans un état donc on a des travaux qui vont être entrepris là à partir de cette année. Alors, le CDI, lui, par contre, est un petit havre de paix, on va dire, dans cet établissement, comme je vous disais à l'instant, qui est assez vétuste. Donc, le CDI est, comme vous le voyez, un CDI tout en couleur. Alors, c'est une volonté de notre part. Nous sommes deux dans l'établissement, deux documentalistes à temps plein, et nous avons une aide documentaliste. C'est pour prévenir les éventuelles questions auxquelles vous ne pourrez pas répondre. Donc une année, nous avons subi un dégât des eaux assez important, c'est que nous avons dû fermer pendant plus d'un mois de CDI à la rentrée scolaire, et c'est là que nous avons décidé de sortir les rouleaux de peinture, parce qu'on était complètement coincés au niveau du travail, et de colorer un peu ce CDI qui était assez triste. Donc vous voyez là sur les images, donc des mobiliers de couleurs, des peintures. On essaye de faire aussi des animations pour faire vivre le CDI avec c'est un travail sur le surréalisme
ici aussi, là aussi. Donc, en ce moment, on a sorti le sapin. Ça s'est passé cette année, puisqu'on l'a fait avant-hier. J'avais préparé ça avant. Des jeux de société également, que nous proposons aux élèves entre midi et 2. C'est en ça qu'on appelle, c'est aussi un tiers-lieu, hein. C'est une appellation que l'on donne aux bibliothèques en général, c'est un lieu aussi. Évidemment, c'est un lieu de travail, bien sûr, donc un lieu calme, nous essayons d'entretenir ce calme. Et malgré tout, nous proposons pas mal d'animations. Comme vous allez voir après, je vais prendre quelques exemples. Vous voyez sur l'image en bas, c'est un lieu de détente, puisqu'on a vraiment identifié un lieu de lecture assez important. Donc là, on n'en voit qu'une seule partie, il y a d'autres fauteuils derrière. Donc on a vraiment totalement ces deux espaces, un espace lecture et un espace documentaire et travail. Voilà. Alors, moi, je suis arrivée dans cet établissement en 2009. C'est pas si vieux que ça. Et il y avait déjà des réseaux sociaux qui étaient bien en place, qui étaient entretenus par le secrétaire du proviseur. Et donc c'est lui qui gérait tout ça, les réseaux sociaux. Donc il y avait une page Facebook pour le lycée, un compte Twitter pour le lycée qui était très suivi déjà. Et un site extrêmement bien développé et très très suivi également, dont une partie était consacrée au CDI, qui était gérée par la collègue que j'ai remplacée. Que nous avons remplacé. Ce site, qui était très très consulté, a été remplacé donc, en 2010 par Isidoc, que nous utilisons. J'en reparlerai juste après. Donc moi, je suis arrivée là avec, dans un établissement qui était déjà qui avait déjà développé beaucoup de stratégies numériques et beaucoup de médiation numérique via ces réseaux sociaux, via ce site, avec beaucoup d'échanges, notamment avec les parents et les élèves. Donc, en voyant ça, donc en observation, j'ai commencé moi aussi à m'inscrire sur les réseaux sociaux, que je ne connaissais absolument pas. Et j'ai découvert beaucoup de choses intéressantes. J'ai découvert notamment des gens de Rouen, Nadia Menunez, et Sophie Bocquet, pour ne pas les nommer. Donc, vraiment des belles découvertes, un travail collaboratif que je ne connaissais pas non plus. Nous avons donc essayé d'entreprendre aussi un travail avec les outils du Web 2 pour commencer à les insérer petit à petit dans un travail pédagogique. Mais ça, je vais vous le montrer juste après. Alors, premier élément, je dirais, puisque je pense que le mot-clé défini à la journée, c'est le mot médiation, que la médiation passe avant tout pour nous par le partage de notre politique documentaire, donc voir que les usagers puissent voir cette politique clairement affichée quelque part. Donc nous, on a fait le choix de l'afficher plutôt sur le portail documentaire, qui la rend, comme je l'ai écrit ici, visible, surtout visible. Donc vous verrez sur une copie d'écran du portail, peut-être que vous connaissez pas mal de rubriques assez spécifiques, beaucoup d'actualités, des choses comme ça. Donc, et puis des nouveautés, bien sûr. Voilà. Ensuite, nous avons donc la partie au niveau médiation, la partie création de liens avec les réseaux sociaux pour toucher plus d'élèves, notamment, pour créer une proximité plus importante. Et puis une partie sur les outils du Web 2, donc là plutôt pour la partie médiation humaine, hein, pour amener les élèves vers plus d'autonomie, pour créer des ressources et des produits documentaires. On met en valeur les productions d'élèves, donc là on est vraiment dans la médiation humaine aussi, montrer aux autres ce que certains font, et puis des animations, bien sûr, toujours, qui sont mises en valeur grâce à ces outils du Web 2. Je suis un peu gênée parfois parce que on dit vous êtes un peu partout, vous utilisez beaucoup d'outils du Web 2. Bon, c'est vrai, mais c'est pas venu d'un seul coup. Il y a eu à chaque fois quand même un travail de réflexion qui a engendré donc un choix d'outils. Et ça venait la plupart du temps d'un besoin des usagers. Alors ça pouvait être aussi pour répondre à justement notre politique documentaire et comme je le dirais tout à l'heure, à viser nos objectifs documentaires. Alors,
Dans les produits documentaires, ce que nous avons développé, ce sont des choses qui permettent justement, je l'ai dit précédemment, mais je le redis, une proximité plus importante avec plus d'élèves, parce qu'effectivement c'est un gros établissement, donc on ne peut pas toucher tous les élèves, même s'il y en a beaucoup qui passent, il y en a qui viennent régulièrement, hein, on a les habitués, donc comme vous j'imagine, et puis on en a qui viennent une période, pendant un an ou deux, puis qu'on ne voit plus, et puis d'autres qui viennent de temps en temps, une ou deux fois dans la vie. Donc voilà, on arrive à voir quand même pas mal d'élèves, mais on peut pas dire qu'ils soient tous des habitués du CDI et des services du CDI. Donc ce choix des réseaux sociaux, des services, des produits documentaires, il a été fait justement pour ça aussi. Hein. Bien sûr, c'est pour se conformer à des services plus modernes, dans l'air du temps, hein, plus proches aussi de ce que font nos élèves et puis même des pratiques aussi des enseignants. Hein. Alors j'en ai parlé tout à l'heure, la médiation, c'est le métier. Évidemment, je suppose que l'un syndicat aurait pu en parler ce matin, et que saluer justement, j'en profite pour le saluer. La médiation, lors de l'infobésité, est forcément nécessaire. Et la prise d'humanité, j'en ai déjà touché de mots. Donc ce que je disais tout à l'heure, le Web 2 n'est pas un gadget, ça doit vraiment apporter quelque chose de plus. Quelque chose qu'on n'a pas par ailleurs. Et c'est en ça que je disais tout à l'heure qu'il faut bien réfléchir aux outils que l'on choisit. Évidemment, le deuxième critère, c'est partir des besoins des usagers, ça aussi je l'ai dit, mais je le redis et je vais donner quelques exemples. Et puis, l'utilisation de ces outils doit répondre à nos objectifs de la politique documentaire. Alors, voilà quelques exemples, vous les voyez peut-être affichés en bas, mais je vais en donner d'autres même. L'an dernier, il y a 2 ans, pardon, nous avions en même temps, sur le même créneau horaire, donc c'est le créneau 2 heures de 4 à 6, bien sûr, celui qui est plus approprié au travail de recherche, 6 classes, les 6 classes de première, qui étaient donc, nous sollicitées pour les TPE. Alors évidemment, quand on est 37 par classe et qu'il y a 6 classes, vous comprenez bien que nous, on ne peut pas répondre à toutes les demandes, même si on est 2. C'était quand même garder ce créneau tous les deux, on était là vraiment tout le temps tous les deux. Donc c'était juste invivable. Donc c'est là qu'on a développé quelques outils comme les cartouches TPE, spécifiques TPE. Voilà, donc ça c'est venu vraiment d'un réel besoin de communiquer, de donner de la matière aux élèves, du contenu aux élèves. Un autre exemple, les enseignants travaillent sur l'orientation, peut-être dans vos lycées c'est le cas aussi, et parfois les élèves produisent des choses qui sont vraiment très intéressantes et qu'on veut garder, qu'on peut mettre en valeur. Quand c'est sur un format numérique, c'est formidable, on peut l'utiliser, le garder, le stocker. Alors, c'était le démarrage, c'était la première année donc, où j'étais dans cet établissement. Les élèves avaient fait des PowerPoint sur des métiers ou sur des filières. Et l'enseignant souhaitait qu'il puisse se présenter aux classes de seconde et qu'on le garde en ligne, qu'il puisse le regarder. C'est là que j'ai découvert donc, le stockage dans des outils comme SlideShare et Salameo, et ensuite l'intégration grâce à la fonction Embed Digidoc, l'intégration de l'HTML, que ce soit affiché directement sur le portail. Ensuite, un dernier exemple pour la route. Les journées portes ouvertes, comme vous, j'imagine aussi, nous sommes inondés de documents qui proviennent des établissements scolaires du supérieur, des facs, etc., pour les journées portes ouvertes. Alors, au départ, on mettait ça sur des grilles, les élèves passaient devant et finalement, il y avait des clips qui en avait trop. Donc, on s'est dit qu'on allait ouvrir quelque chose qui permettait de le voir de façon plus lisible. Et on a choisi d'ouvrir un Scoopit pour les journées portes ouvertes. Il est assez consulté, justement, peut-être plus que nos grilles au fond du CDI. Et là, je trouve que c'est vraiment utile parce qu'en plus, on peut mettre à jour plus facilement. Et puis, dès qu'on a une affiche qui arrive, on peut s'en occuper rapidement. Alors, le portail, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, on a essayé de développer, ce sont vraiment des rubriques qui visent à proposer des outils pour les élèves qui puissent travailler en autonomie, qui puissent aussi réfléchir à leur pratique. Donc c'est pour ça que vous voyez, on a des rubriques comme citer ses sources. Donc là aussi, j'en profite pour remercier Pierre Cassel qui nous a mis en ligne un algorithme pour mettre
proposer aux élèves donc, de citer les bibliographies qui sont correctes, donc on s'en est servi et on la remercie. On a une rubrique soigner son identité, son numérique. Donc ça, c'est quelque chose de très consulté. C'est une rubrique extrêmement consultée. Elle est dans le top 5 des rubriques les plus consultées. Elle répond à un vrai besoin. De même que celle qui s'appelle Jouer sérieusement, découvrir des serious games, on est très étonnés. On a mis du temps à la mettre en place, c'est un peu longue à remplir. Maintenant, on la relève à jour, mais elle est toujours très consultée. Donc, c'est un vrai moment, je pense. Donc évidemment, les actualités, ça vous connaissez. Autre produit documentaire qui permet la communication vers les enseignants qui viennent au CDI, mais pas tous encore une fois. Et puis surtout, nous, pour diffuser notre veille documentaire, on avait un vrai souci parce qu'on faisait un peu du coup par coup au départ. Et puis, on s'est dit, il faudrait quand même un outil qui nous permette de produire quelque chose régulièrement où on puisse rendre compte de notre veille documentaire pour les enseignants. Veille documentaire sur les disciplines. Alors, on envoie donc toutes les semaines ce qu'on appelle la brève du CDI. C'est une sorte de newsletter, avec des rubriques assez classiques, agenda, nouveautés administratives, des vidéos, des documents, des sites du SCOL, du ministère, les sites de la semaine, les nouveautés du CDI, une partie sur la culture locale, c'est vraiment énorme retour positif sur cette partie-là, tout comme une nouveauté du CDI. Un podcast, ça c'est les rubriques qui sont classiques et qui reviennent toutes les semaines. Après on a, vous voyez aussi la situation de la semaine, a beaucoup de succès. Tout le monde attend avec impatience la citation de la semaine, toutes les semaines. Ces rubriques peuvent, alors celles-ci n'évoluent pas, par contre on peut en rajouter certaines parfois selon les besoins. Voilà, donc ça on a beaucoup de retours sur cette rubrique, que des retours positifs. Donc on est extrêmement contente du résultat. Ensuite, je vais continuer sur la partie réseaux sociaux, donc toujours en médiation via des outils du Web 2. Alors vous voyez plusieurs mots qui s'affichent, comme évidemment médiation, échange, trace et mise en valeur. Donc voilà pourquoi nous utilisons ces outils et ce à quoi ils sont destinés. Donc les travaux la médiation, les travaux personnels encadrés, je vous en parlais tout à l'heure, les fameux CPE. Donc vous pouvez remarquer que même chose, les perles, qui ne sont plus des perles maintenant, qui sont des carrés, sont très consultées pour certains. Vous voyez ici certaines rubriques qui sont vraiment très consultées. Donc c'est un service, encore une fois, qui a du succès, donc on en est aussi content, et qui rend service vraiment aux élèves. Le fameux cookie dont je vous parlais tout à l'heure, alors on en a fait plusieurs. Parce qu'on a pas mal d'élèves, comme dans tous les établissements, mais nous on voulait les mettre en valeur parce que comme ils sont noyés dans la masse, il y a beaucoup d'élèves, on les remarque pas toujours. Donc on voulait faire un petit clin d'œil à ces élèves-là. C'est pour ça qu'on a créé un petit kit nos élèves ont du talent. Et puis donc, vous voyez ici la fameuse cookie sur les portes ouvertes et l'enseignement supérieur. Alors à la demande de notre chef d'établissement, l'adjoint du lycée général, on a aussi ouvert un focus sur les séjours linguistiques, puisqu'on a créé un espace langue plus important dans le CDI. Donc toujours dans la médiation, on a le compte Twitter qui permet de diffuser pas mal d'informations. Et là, je le lis quelque part, ce compte Twitter aussi, à la partie échange, puisqu'évidemment sur le compte Twitter on fait des échanges. Sur la page Facebook du CDI, donc un autre outil qui commence à bien fonctionner, il a mis du temps à bien démarrer, et puis là ça commence à bien tourner, on a pas mal de retours des élèves sur cette page, ils se connectent de plus en plus pour avoir les informations sur le CDI, donc ça commence à bien fonctionner, avec vous voyez parfois des messages sur les énigmes littéraires, c'est là. Voilà. Des reportages que l'on peut faire aussi sur ce qui se passe dans l'établissement, ou alors des liens vers les articles qui paraissent dans le journal, qui concernent donc la filière. Alors vous voyez,
Là, on le remarque tout de suite, dès qu'on parle des élèves, on parlait tout à l'heure de créer du lien, c'est ça que j'ai rajouté là, ce genre d'outil, où sont les élèves, en grande partie, sert vraiment à créer du lien avec eux et à avoir une autre relation avec eux. Il permet justement de faire passer d'autres choses aussi, après peut-être plus sérieuses. On a vraiment un reportage sur les élèves qui se mettaient en scène grâce à une salle de spectacle qui venait donc une scène dans le lycée et proposer aux élèves de présenter soit un sketch, soit une chanson, soit de la danse. Voilà. Donc, ce sont des choses qui fonctionnent toujours très bien. Bien sûr, ces outils permettent de garder des traces. Donc, quand on fait des rencontres, là voilà, c'était avec Maya Monchipour au lycée, avec une classe de terminale d'astro. Donc, on avait fait un petit reportage aussi avec une exposition en ligne. Là, c'est le cadre du festival de Francis Huster qui vient tous les ans. Donc, il y a pas mal d'élèves qui sont à ce moment-là postes de prof du bac. Donc, on fait souvent un petit truc live de ce qui se passe. On peut faire des comptes rendus de sortie également. Donc là, c'est une sortie au CRAC avec une enseignante de lettres. Bon, là, je n'ai pas dit parce que c'est peut-être un peu moins intéressant. On a fait la partie mise en valeur. Ça, ce sont des choses aussi visuelles, je pense. Donc, c'est juste une illustration des outils qu'on utilise. Donc là, par exemple, Animoto peut mettre en scène les photos que l'on a prises dans le cadre de cette visite au CRAC. Donc, le CRAC, c'est le centre régional d'art contemporain. Là voilà, ça on revient sur le spectacle. Des expositions. Alors par contre, les expositions en ligne, on le fait régulièrement, ça en photographie, donc qui est fait par les élèves et qui souhaitent voir diffuser au CDI, qui souhaitent voir exposer au CDI, parce que comme ça ils peuvent le regarder aussi de chez eux. Alors, souvent on remarque que ces rubriques, on le met dans la galerie, dans une des galeries de notre portail documentaire, sont vraiment très consultés également. Donc, on fait la quinzaine des maths, on photographie les expositions, et c'est la rubrique qui arrive en tête dans le mois de l'exposition, justement. Voilà, donc ça, ce sont des éléments, je pense, importants. Ensuite, dans la mise en valeur du travail des élèves, on a créé des book trailers dans le cadre du défi Babylone, dont je vais vous parler juste après. Et là, on met donc les book trailers directement dans le résumé du livre, qui permet aux élèves, quand ils tombent dessus en recherche, de le voir. Ouais, c'est assez intéressant. Alors là, je vais m'arrêter sur deux exemples. Alors, je vais essayer d'aller assez vite parce que du coup, je me rends compte que je bavarde quand même, si j'ai pas suivi qu'en face de moi et pas de questions, j'arrive quand même à être bavarde. Alors, deux éléments, vous avez demandé de faire un focus un peu sur deux éléments, ou deux projets plutôt qui utilisent le numérique. Donc nous, on en a un que l'on a appelé compte, appelé parce que ça se passe en AP, l'accompagnement personnalisé. C'est un projet à destination des élèves qui sont en très grande difficulté de lecture et d'écriture de lycée pro, donc de la section professionnelle. Ils sont choisis par les enseignants qui nous les envoient. Donc on les a une fois par semaine, le lundi de 1 à 2, et là, pendant cette heure, on les a avec nous, ils écrivent un conte pour enfants. Alors il y a différentes versions. Donc, alors, bien sûr, il y a un petit travail d'écriture auparavant, on leur fait rencontrer un écrivain, donc c'est un servant. Tout à la fin, on les fait rencontrer aussi une lectrice qui les aide à lire, etc. Il y a une partie illustration aussi des contes. Et disons que tout le long de l'année, leurs contes évoluent. Et moi, je mets des versions sur le blog du CDI, des versions différentes de leurs contes. Et comme ça, d'autres élèves de primaire, enfin on essaie de contacter les élèves de primaire, peuvent commenter leur compte. Donc ça les encourage, ça les aide vraiment, et ça crée quelque chose, ça change un petit peu magique justement. Ça c'est vraiment quelque chose de chouette. Ensuite, les élèves de primaire, pas forcément les mêmes que ceux de compte, ça peut être d'autres élèves, illustrent ces comptes, et on en fait un livre numérique. Et ensuite, tout à la fin, donc, les élèves vont aller lire les contes à la médiathèque de la ville, de Carcassonne, devant des enfants de primaire. Donc, ça peut être des maternelles, ça peut être des élémentaires, on a des grandes sections, ça va jusqu'au CM2. C'est un moment fort, au début, évidemment, les début d'année ne sont pas du tout capables de faire ça, d'ailleurs, ils ne s'imaginent pas en fin d'année. Et puis en fin d'année, ils y vont. Et ça se passe vraiment très bien. C'est un projet qui me tient à cœur.
passe quelque chose de magique entre les élèves nos élèves du lycée et les élèves des primaires. Et puis aussi au niveau du déclenchement de l'écriture, ils se rendent compte du travail que c'est et puis des progrès qu'ils ont fait, surtout à la fin d'année. Donc là, c'est une présentation des livres de l'an dernier. Ça, c'est le blog, des échanges qu'il peut y avoir entre nos élèves et les élèves de primaire. Par exemple, il y a les enseignants de primaire qui participent, qui nous envoient régulièrement des photos de leur classe qui sont au travail justement pour illustrer. Donc l'an dernier, on a eu des établissements assez éloignés parfois, donc à Paris, au Canada, New York. On en a eu aussi à Valoris, donc c'est assez varié, c'est très intéressant. Et voilà une illustration de la lecture. Ensuite, deuxième projet, vous voyez, j'essaie de rattraper mon retard, j'essaie d'aller un peu plus vite. Le défi Babelio, donc c'est un projet que j'avais lancé il y a 3 ans, mais petitement sur Twitter. J'avais posté les séances que j'imaginais, les progressions que j'imaginais sur le défi. J'ai 5 personnes qui m'ont répondu, dont Caroline Soubic, qui est à la Seine-sur-Mer, avec qui maintenant j'anime ce défi. Et puis d'autres, pas tous les citer ici, mais ils n'étaient pas très nombreux, mais il y avait Sophie dans le lot. Donc, si elle, je la citer quand même, puisque je la connaissais, donc Sophie Bocquet. On a fait, on est partis tous les 5, on a testé cette plateforme qui est un réseau social littéraire, donc, qui permet aux élèves de travailler sur l'identité numérique. Et puis, pour nous, évidemment, c'est intéressant, on peut les faire travailler sur la littérature contemporaine, sur la littérature de jeunesse, qui est peut-être plus accessible, notamment nous, à nos élèves, puisque nos élèves qui participent sont des élèves de bac pro. Il y a un échange qui est possible en plus entre les classes de 3e, de 4e, 5e et les élèves de seconde et de première. Donc ce projet a pour but évidemment d'inciter à la lecture, de découvrir sur le fameux réseau social et puis de travailler sur la critique littéraire, puisque les élèves ont posté sur ce réseau social des critiques littéraires, des livres qui sont choisis par nous. Donc on a fait une liste de 40 livres. Cette année c'est 40 livres, une année il y en a 26 et plus. Ces élèves vont choisir les livres qu'ils souhaitent lire et critiquer, vont poster des critiques, et puis les autres participants au défi. Alors, je vous parlais tout à l'heure de 5 participants la première année, mais cette année, on a vraiment un grand succès puisqu'on est arrivé à 80 établissements inscrits. Donc, on a, nous, développé aussi le cadre, on va dire, autour de ces défis, qui permet peut-être à des gens de vouloir se lancer aussi. Donc là, on va proposer plusieurs activités qui sont complémentaires, puisque en plus de la lecture, des critiques qui sont postées sur le réseau Babelio, on peut également faire des quiz, ça existait déjà les années précédentes. Et cette année, on va proposer plus largement des défis ponctuels. Celui qui est actuellement, c'est le défi carte d'identité. Donc chaque classe va proposer un élément caractéristique de sa ville pour présenter sa ville. Donc ça, c'est le défi carte d'identité. Puis il va y avoir le défi affiche, nuage de tag, le défi book trailer. Donc, ça va marcher déjà très bien l'an dernier, donc je pense que ça marchera encore très bien cette année. On va essayer de faire aussi un défi sur Instagram avec des photos qui vont être postées par un autre professeur documentaliste qui a participé la première année, qui s'appelle Gaël Louis, et qui, lui, ne peut pas participer cette année, donc on va essayer de le faire participer de cette façon-là. Donc il va nous poster des photos qui doivent évoquer des choses aux élèves sur les livres, donc bien sûr, du défi Babelio. Bon, voilà en gros le cadre. Après, vous pouvez, si vous avez plus de questions sur le défi Babelio, m'envoyer des messages sur Twitter ou alors directement aller sur le site du défi Babelio qui a été créé par Claire Cassaigne qui est avec vous. Donc vous voyez, tout est lié, tout le monde est lié, ça fait drôle. Elle pourra vous répondre, je pense, c'est pas de souci. Tout à la fin des défis qui durent pour nous toute l'année, on aura un quiz final qui comprendra 40 questions sur les 40 livres qui ont été sélectionnés et qui permettra de donner des points aux classes. Donc, bien sûr, l'an dernier, le quiz final, c'est celui qui a déclaré le vainqueur du défi, la classe vainqueur, qui était le lycée impérial à Nice.
Et cette année, par contre, on va essayer de constituer un petit jury qui attribuera aussi des points aux autres produits documentaires dérivés, donc des produits documentaires, produits littéraires plutôt, pardon, dérivés de ce défi. Voilà. Alors, pour illustrer, donc voilà, 87 points, je viens de vous dire. Maintenant, on est arrivé, j'avais mis près de 80 au moment où j'ai fait la présentation, et ça y est, depuis hier, on est à 80. Donc la sélection de 40 titres, qui est disponible sur le site et puis sur la vidéo. Donc, les différents lieux d'échange qui permettent aux personnes qui sont référentes dans le défi de se retrouver. Donc, bien sûr, Twitter, avec la balise Défi Babelio, peut-être que vous connaissez déjà. La fameuse communauté Défi Babelio, si vous voulez vous intéresser au défi, pas forcément participer, vous pouvez quand même demander l'inscription à la communauté. Donc ça c'est la plateforme, là, j'ai pris un exemple de critique avec un commentaire, pour que vous voyez un peu ce que ça peut donner. Donc les élèves, quand ils sont plusieurs à lire le même livre, publient donc leur critique avec, entre parenthèses, le prénom de celui ou celle qui a critiqué. Donc là, j'ai fait la critique à deux, et puis ça permet de rajouter une critique en dessous avec une autre personne, puisque sur Babelio, un profil peut proposer une seule critique, ne peut proposer qu'une seule critique sur un livre. Ça, c'est une petite astuce qu'on a trouvée. Les participants, donc, vous pouvez les retrouver sur le site. Donc, vous avez vu, pardon, je reviens en arrière. Vous avez vu que j'ai remis l'adresse, que vous pouvez trouver ici. Donc, il y a un formulaire pour s'inscrire. Vous pouvez encore vous inscrire si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Bien sûr, vous aurez pris du retard, mais c'est pas grave. Il y en a qui font une inscription ponctuelle, donc pourquoi pas. Dans l'onglet participants, vous voyez qu'on a essayé, on essaye de suivre au maximum. C'est pas toujours simple avec nos emplois du temps, on essaye de le faire. Donc là, on a essayé de noter tous les comptes du défi Babelio, enfin les comptes des classes qui participent au défi Babelio. Voilà, donc il y a également les cartes. On voit les établissements qui participent, qui sont un petit peu loin de nous ici, et puis ceux qui sont un petit peu plus près. Donc, la carte commence à être bien rouge. C'est très bien. Une partie ressources, donc qui peut aider ceux qui se posent encore des questions sur le défi, et puis qui veulent utiliser des ressources qui ont déjà été faites, donc c'est pas la peine de les refaire, elles sont là. Voilà, et ça permet, tout en restant dans cette optique de la journée, donc médiation, et vers l'autonomie aussi des élèves. Les élèves deviennent producteurs et prescripteurs, donc ça, ils prescrivent évidemment des lectures, mais ils deviennent producteurs de critiques, bien sûr. Donc là, on voit une autre un peu plus longue. Ils deviennent producteurs de book trailers, donc ça c'est vraiment quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Si vous le faites, vous verrez, les élèves adorent ça, et ils plongent avec passion, vraiment. Donc il y en avait, là celui qui a été présenté précédemment a été fait par une élève avec son téléphone, Windows Movie Maker, je crois. Et là, c'est fait avec des outils qui sont en ligne, comme Powtoon ou Animoto, donc des productions de quiz. Donc ça, c'est pas mal aussi, parce que ça permet pas mal de réflexion. Très intéressant. Voilà, un exemple de carte d'identité. Et puis, un exemple de nuage de tag. Il y a un petit, peut-être que Claire en a déjà parlé, va en parler, un petit jeu sur les Learning Apps, qui permet donc de rassembler donc, les nuages de tag avec la couverture. Donc en fonction des mots-clés qui ont été choisis, retrouver le roman sélectionné. Ça va être aussi un petit défi qui sera lancé dans la troisième partie. Alors là, je vais passer la vidéo, vous pourrez la regarder tout seul, puisque je pense que je dépasse un petit peu. Alors donc, je vais abréger. Donc ceci n'est que le début, évidemment, de la médiation. Vous avez vu, une multitude d'outils, on peut faire une multitude de choses en fonction des besoins de chacun. Des élèves qui deviennent donc producteurs de contenu, tout comme nous, et puis médiateurs et acteurs, donc alors, pas seulement de leurs apprentissages, mais aussi de leur scolarité, et puis des échanges qu'ils ont aussi avec les adultes. Pour nous, évidemment, notre lycée va être un peu chamboulé, on va être amené à faire plus de production, peut-être plus de médiation, et surtout de travailler plus avec les collègues
C'est pour ça que j'ai mis qu'on allait vers des pratiques plus collaboratives, et de co-construction. Je donne l'exemple du McDopty, je ne sais pas si quelqu'un en parlera là aujourd'hui, mais c'est un très bon exemple que je ne développerai pas parce que ce n'est pas encore trop long, puisqu'il permet donc plus d'échanges et surtout plus de travail en commun et éviter de refaire des choses qui ont déjà été faites. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. Et puis, encore une fois, je suis désolée de ne pas être avec vous. Si vous voulez me contacter là, vous voyez là, mon pseudo sur Twitter, c'est Saomagarde. Vous pouvez m'envoyer des messages. J'essaierai de répondre dès que possible. Voilà. Je tente de vous faire un petit au revoir. Si la caméra veut bien venir. Voilà. Voilà. Je vous dis au revoir et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Donc, merci Magali. Et nous allons maintenant passer à Eric. Merci. Bien, alors, lorsqu'on m'a demandé de participer à cette journée académique et de proposer un petit peu mon expérience sur les médiations, j'ai immédiatement pensé à cette bibliobox dont j'avais déjà entendu parler l'année dernière. Et j'en avais un peu parlé et que ce projet me plaisait parce que c'est un peu à l'intersection des thématiques que l'on avait retenues pour les journées académiques de l'année dernière et de cette année, c'est-à-dire les biens communs l'année dernière, de la connaissance et les médiations numériques. Donc, pour vous replacer dans le contexte de mise en place de cette bibliobox, j'enseigne dans un lycée général technologique professionnel de 1500 élèves. Les sections vont donc du bac pro jusqu'au BTS en passant par une prépa Hippocagne. Donc on a un peu toutes les filières STMG, les filières ST2S et les filières classiques du bac général. J'ai fait déjà une année il y a 2 ans dans ce lycée et j'y reviens à titre définitif depuis septembre. Donc j'ai lancé le projet là à peu près, on va dire fin septembre, pour être honnête. Alors, d'abord la définition de ce qu'est la bibliobox. Alors la bibliobox, c'est ça. C'est tout petit. C'est très bon marché. Ça coûte une 30aine d'euros. Donc, il est facile d'aller voir la gestion lorsqu'on a besoin d'acheter ça. Ça coûte pas trop cher. Et puis, alors au départ, c'est un projet qui est dérivé de ce qu'on a appelé la Pirate Box, c'est-à-dire ces premiers dispositifs d'échange de biens, enfin de documents culturels qui étaient sous licence libre ou licence Creative Commons. Ça a déjà quelques années, le projet de Pirate Box. Et ça a été, repris et modifié en vue d'une utilisation en bibliothèque publique, au départ par Matthias Strobel, qui est un Allemand, et ça a été quasiment immédiatement repris par une communauté de bibliothécaires et de conservateurs en bibliothèque publique. Tout à l'heure, Sophie évoquait Sylvain Mercier, mais il y a également Thomas Fourmeux et puis Cyril... s'il voit la vidéo, il va m'en vouloir. Sears Bib sur Twitter, qui sont effectivement des gens qui travaillent en bibliothèque municipale et qui ont tout de suite repris le concept de bibliobox. Mon premier objectif, lorsque j'ai voulu mettre ce dispositif en place, était, je suis arrivé avec une vision très bibliothécaire, on va dire, et plus documentaliste que professeur. C'est-à-dire que mon objectif était de mettre à disposition des élèves et de l'ensemble de la communauté du lycée des livres numériques au format EPUB.
parce que j'avais essayé de les cataloguer dans mon logiciel de catalogage et que c'était effectivement possible dès lors qu'on pointait un lien vers un site externe sur lequel on récupère le fichier ePub. Mais ce qui me gênait un petit peu, c'est qu'on était dépendant de ces sites-là. C'est-à-dire que le fichier en lui-même, je ne l'ai pas. Et que si un jour, j'ai envie de dire, les 2 ou 3 sites principaux sur lesquels mes liens pointent disparaissent, eh bien, j'ai tout un tas de notices, de fiches qui ne sont plus bonnes. Donc, je voulais avoir ça en dur. En dur. On va pas dire ça comme ça, mais je voulais les avoir. Je voulais être propriétaire. C'était un peu ça. Et puis après, en discutant avec Sophie, c'est vrai que j'ai essayé de développer un peu l'usage qu'on peut en faire. Alors, comment il faut faire ? Techniquement, il y a quand même, en fait, un détournement du matériel que l'on achète. C'est-à-dire que ce petit routeur qui est là, il est prévu pour, quand il est vendu dans le commerce, pour partager facilement une connexion Internet par Wi-Fi. Et donc, pour pouvoir permettre la mise en place de cette bibliobox, que j'ai moi rebaptisée CDI Box, il faut, je vais le dire, il faut la hacker. Et bon, techniquement, il y a quand même aujourd'hui pas mal de tutoriels qui sont sur le net. Je le dis tout de suite, c'est à la fois... moi, j'ai trouvé ça à la fois simple et compliqué. Simple parce qu'il n'y a pas 40 étapes pour arriver au résultat final. Compliqué parce qu'il a fallu que je fasse des choses que je n'avais pas du tout l'habitude de faire. Mais c'est aussi ça qui m'a plu dans le projet, parce qu'il a fallu justement un peu bidouiller, et donc j'ai découvert des protocoles de communication entre mon ordinateur, entre la petite box, etc., etc. Donc ça a été parfois épique, et je dois l'avouer, j'en ai grillé un. Donc, mais on n'apprend que de ses erreurs, donc voilà. Et donc ça m'a fait un petit peu peur au début, et puis finalement ce n'est pas si compliqué. La communauté est assez active. Je les ai appelés, je les remercie à la fin du diaporama, parce que justement ils m'ont été d'un grand secours au départ. Et puis ensuite il faut adapter effectivement et l'interface et effectivement les contenus, parce que c'est bien ça le plus important finalement dans la mise en place de cette bibliobox, c'est que va-t-on mettre à disposition finalement des élèves et des professeurs. Alors ça ressemble à ça, la page d'accueil. Alors pour l'instant je ne l'ai pas branchée, peut-être qu'on trouvera un moment dans l'après-midi pour la brancher, vous pourrez l'essayer, mais je sais très bien que si je la branche maintenant, vous allez tous vouloir vous y connecter, et puis vous serez un petit peu moins attentifs, donc on va attendre un petit peu. Voilà, on a finalement une page d'accueil très simple, avec les téléchargements les plus populaires, c'est-à-dire les fichiers qui ont été le plus téléchargés. Et puis, ce qu'on voit mal sur cette capture d'écran, c'est les différents dossiers qui existent et sur lesquels on peut cliquer pour accéder aux différentes ressources. Donc on peut effectivement ensuite mettre des romans au fichier EPUB, on peut mettre des films, on peut mettre des musiques, on peut mettre tout document numérique finalement. Que peut-on mettre là-dedans ? Moi, c'est ce qui me semble aussi important, c'est-à-dire toutes les licences qui vont être dites libres, c'est-à-dire les Creative Commons, licence art libre, copyleft, puis évidemment les documents du professeur, parce que ça, c'est le versant pédagogique de l'utilisation de la bibliobox, c'est-à-dire qu'on va voir exactement comment on peut s'en servir tout à l'heure. Ça permet ensuite de distribuer tout ça très facilement. Alors, lorsque Sophie m'a renvoyé ma première mouture, elle m'a, comment on va dire, guidé vers un usage pédagogique de cette bibliobox. Et voilà, donc c'est comme ça qu'il faut essayer de, je pense,
enfin, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça que je vois l'usage qu'on peut faire d'une bibliobox. Évidemment, ma vision, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Il ne tient qu'à vous et à tous ceux qui voudront bien me le dire d'enrichir cette vision, parce que je reste persuadé que les usages que l'on peut en faire sont aussi liés à nos contextes d'établissement, à nos pratiques, à ce qui s'y passe déjà, et que au matériel dont on dispose. Et je pense que moi, il y a des choses qui m'avaient échappé dans la conception de mon diaporama et de mon intervention. Parce que, par exemple, pour en revenir à Sophie, je n'ai pas une classe de tablettes, moi. Je n'ai pas une mallette de 12 tablettes ou 15 tablettes. Combien ? 14 tablettes. Mazette. Donc, ça veut dire que, effectivement, un collègue qui a à sa disposition 14 tablettes va pouvoir faire un usage de cette bibliobox qui ne sera pas forcément le mien. Et là, je fais une petite digression parce qu'on en a parlé ce matin et Vincent Liquette l'a évoqué. C'est vrai que, par exemple, l'usage des téléphones portables au sein de mon CDI, c'est quelque chose qui m'interroge depuis le début de l'année, depuis que j'y suis revenu, parce que dans le lycée où je suis, les téléphones portables ne sont pas du tout interdits du moment qu'on n'est pas dans la salle de classe. Et donc, il y a un usage, on va dire, répété du téléphone au sein du lycée. Et j'ai la chance d'avoir un CDI qui est relativement vaste, et j'ai la chance d'avoir un CDI qui est très fréquenté par beaucoup d'élèves qui viennent travailler. Et régulièrement, je les vois avec le téléphone. Alors, quelquefois, il est comme le mien, simplement posé sur la table, et puis quelquefois, je les vois utiliser le téléphone. Et ça fait plusieurs semaines que je vais les voir pour leur demander, gentiment, ce qu'ils font avec leur téléphone. Et 3 fois sur 4, l'usage du téléphone est scolaire, enfin, du moins pour le travail. Qui va sur le site du prof de maths pour voir le truc de cours, qui récupère un PDF de français ou une carte d'histoire géo, qui va sur un traducteur en ligne parce que j'ai besoin de 2 mots pour finir me traduire mon truc. Et clairement, ils me disent, ça va très vite, je l'ai dans ma poche, je me connecte, etc. Et au fur et à mesure de mes discussions avec eux, je me suis aperçu d'ailleurs qu'il y avait pas mal d'autres collègues du lycée qui encourageaient cette pratique. Alors évidemment raisonné, évidemment maîtrisé, on va dire, mais j'ai vraiment compris aussi en discutant avec les élèves que à partir du moment où on peut leur faire confiance, l'usage de l'outil, enfin du téléphone à l'intérieur du lycée n'est pas le même que l'usage en dehors. Et donc avec tous les élèves que j'ai la chance de voir tous les jours, on a fait pas mal d'essais sur cette bibliobox, de visionnage de films, de téléchargement de livres numériques, etc., etc. Et le concept leur a beaucoup plu. Et je pense que ensuite travailler avec ces élèves-là, alors avec des tablettes, ça pourrait être encore plus confortable, mais on peut, je pense, monter des séquences où l'élève va travailler à partir des ressources qui sont dans la bibliobox avec son téléphone. Ça, j'en suis persuadé. Donc du coup, c'est vrai que maintenant, les élèves savent que je suis beaucoup moins sévère avec les téléphones au CDI. Donc mais j'avoue que j'ai quand même j'ai peu à faire la police, quoi. Donc c'est assez agréable. Alors par exemple, dans les séquences pédagogiques, et c'était un des objectifs, enfin, un des usages, je pense, les plus évidents lorsqu'on veut mettre en place la bibliobox, c'est de pouvoir mettre à disposition un certain nombre de ressources et demander aux élèves de travailler sur ces ressources et de retélécharger, de retéléverser le document qu'ils vont produire sur la bibliobox. Alors il y a une version, la version originelle de la Pirate Box permettait nativement le téléversement, l'upload de fichiers. La bibliobox l'a
désactivée, il est possible de la réactiver. Donc on peut effectivement faire un échange dans les deux sens entre la bibliobox et les dispositifs des élèves. Téléphone portable, tablette, ordinateur portable, etc. etc. Donc ça, c'est assez intéressant, en particulier lorsque vous êtes dans un établissement où la connexion Internet n'est pas toujours très stable. Je sais que c'est rare, hein, mais où le réseau fonctionne toujours parfaitement, où vous pouvez facilement partager les documents sur le réseau S3 en tout cas, moi c'est ce que je connais, mais alors maintenant il y a les ENT, c'est autre chose, mais moi j'ai pas la chance de pratiquer l'ENT encore. Mais voilà, dans les établissements comme ça où on peut être un petit peu dépendant de ces soucis techniques de connexion et de réseau, l'avantage de la bibliobox, il est assez évident, c'est la bibliobox qui va générer son propre réseau Wi-Fi, les élèves vont s'y connecter et donc vous n'êtes pas du tout dépendant de ce qui se passe sur le serveur, donc bureau, etc., etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Les gros avantages, c'est la facilité de gestion, la gestion des fichiers. Alors tous les fichiers se trouvent sur la clé USB et après vous mettez dessus ce que vous avez envie. Donc c'est extrêmement simple. Il y a beaucoup d'autres... alors il existe, je ne l'ai pas mis en place et moi je ne l'ai pas encore développé, des systèmes qui permettent de générer des catalogues, en particulier pour les livres numériques, mais ça existe également pour les images. J'ai vu des collègues qui faisaient des présentations de peinture, par exemple, ou d'œuvres picturales sous forme de catalogues comme ça, qui étaient esthétiquement très jolis. Ça, c'est très intéressant. C'est, encore une fois, techniquement, il faut le faire. Moi, j'ai pas souhaité. Je voulais quelque chose qui marche pour aujourd'hui. J'essaierai de refaire peut-être quelque chose d'un peu plus expérimental ensuite pour tenter avec les élèves et sur des projets précis. On peut faire des catalogues également avec les livres numériques. Donc pour ceux qui connaissent, avec Calibre, qui est un petit logiciel qui permet de gérer sa bibliothèque numérique. On peut ensuite générer des catalogues avec couverture, etc., etc. Donc c'est assez visuellement intéressant. Moi, il n'est pas fait encore. Et puis surtout, on peut effectivement évoquer pas mal d'autres possibilités. Au fur et à mesure de la préparation de cette journée, encore hier avec ma collègue, elle me parlait de un petit peu, par exemple, faire une espèce de visite du CDI, par exemple, avec différents endroits. On pourrait ensuite relier les QR codes, par exemple, qui est un autre dispositif de médiation. Et à ce moment-là, ça nous reconduirait vers un dossier ou une image de la bibliobox, etc., etc. Donc, je pense que c'est un dispositif qui, pour l'instant, qui est jeune de toute façon, même dans les bibliothèques municipales. C'est un dispositif qui a une petite année. Et je pense que l'investir dans nos CDI permettrait de, justement, avec nos expériences, nos contextes et nos envies différentes, de voir ce qu'on peut en faire. Et je pense qu'on peut avoir des possibilités d'usage qui sont parfois très différentes, mais tout aussi intéressantes et tout aussi pertinentes pour l'enseignement qu'on a à donner à nos élèves. Voilà, l'inconvénient que j'ai mis, il est difficile à mettre en œuvre. Geek, un petit peu exagéré, parce que je ne me considère pas comme geek. Faut juste, je pense, être un petit peu curieux, puis pas avoir peur. Mais c'est comme beaucoup de choses dans la vie, il faut se lancer. C'est pas très, il y a beaucoup de tutoriels, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Alors, encore une fois, il y a je la branche tout de suite ou pas? On peut peut-être essayer. Ça va être plus rigolo. Vous allez participer un petit peu. Il faut attendre 2-3 minutes qu'elle soit opérationnelle.
Le but du jeu, c'est que elle va générer son petit réseau Wi-Fi. Vous allez tout de suite reconnaître le nom du réseau. Et puis, il va falloir s'y connecter. Alors, la connexion est ouverte. Et ensuite, dans le navigateur, toute adresse, toute URL valide sera automatiquement redirigée vers la page d'accueil de la Bibliobox, de la CDI Box. Alors, dès que vous allez le voir, je pense que... Est-ce que tu peux voir qui est connecté ? Quoi ? J'ai pas compris. Est-ce que tu peux voir qui est connecté ? Non. On peut chatter. Alors. Et là, toi, sur cet ordinateur, tu peux pas te connecter dessus ? Vous devriez la voir. Alors j'ai mis tout, j'ai mis quelques photos, j'ai mis quelques films, j'ai mis évidemment tout en licence Creative Commons, tout ce qui est dans le domaine public aussi. Nous, on veut voir. Tu veux chercher ton téléphone ? Oui. Moi, que j'aurais pu brancher mon PC pour montrer en même temps à ceux qui ne l'ont pas, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas d'outils nomades ici. Normalement, dans le menu, vous avez différents dossiers. Vous devez avoir livres, vous devez avoir Première Guerre mondiale. Oui, parce que je suis installée sur Safari. Moi, quand je suis sur Google, c'est là. Ah. Ça marche juste là. Ouf. À Paris, c'est pareil. Alors l'avantage aussi, c'est que les plus gros fichiers, en particulier les films, se lisent en streaming. Donc vous n'avez pas besoin de télécharger l'intégralité du film pour pouvoir commencer à le regarder. Donc c'est directement dans le navigateur. Donc on a une interface qui... Donc je vous présente l'outil, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Quoi, c'est long? C'est long. Combien de connexions? Ah, combien de connexions peut supporter la... Une bonne question. Là, ça ralentit, là. Ça ralentit, mais vous avez vu combien vous êtes aussi? Vous êtes au moins 120. J'ai rarement 120 élèves en cours, hein. Ça bug. Vous êtes de trop. Vous êtes de trop dessus. Elle clignote beaucoup, effectivement. Est-ce que donc on peut mettre des bêtises dessus? Là, tout de suite, non. En fait, on peut voir aussi la Bibliobox comme une espèce de petit serveur web autonome qui va générer son propre réseau, qui va permettre le dialogue via une version de chat qu'on peut aussi désactiver, hein, si on le souhaite, entre les différentes personnes qui sont connectées, et qui permet de distribuer du contenu et de récupérer du contenu. C'est simple, c'est local, c'est indépendant du réseau Internet et des Internets. Et donc, pour des professeurs qui utilisent des classes mobiles, par exemple, ou des classes... Moi, j'y ai pensé, par exemple, dans mon lycée, et on va mettre ça en place avec des collègues de mathématiques qui ont une classe mobile de PC portable, qui quelquefois la déplacent dans des endroits, dans des salles du lycée où il n'y a pas accès à la borne Wi-Fi. Et donc, à ce moment-là, il suffit de brancher la petite box et on a les ressources déjà dessus. Et
Et tout de suite, on a tous les élèves avec leur PC portable peuvent récupérer les documents. On me fait signe en régie qu'il faut me dépêcher. Alors voilà, j'ai quand même rajouté les petites références, entre autres avec lesquelles j'ai composé pour monter ma bibliobox, et en particulier la bibliobox qui est en place au canopé d'Indre-et-Loire. Et puis aussi Christophe Rhin du CRDP du Limousin qui, lui, a utilisé vraiment la bibliobox vraiment dans cette optique de serveur de fichiers pour mes élèves. Donc serveur de fichiers local pour mes élèves. Alors que Bibliobox est le site communautaire qui a été monté et qui est administré, géré par les bibliothécaires. La communauté Bibliobox est très présente sur Facebook, entre autres. Et donc je remercie donc Thomas Fourmeux des bibliothèques d'Aulnay-sous-Bois et Sylvain Naudin qui sont les deux personnes avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger lors de la mise en place et avec lesquelles j'ai pas mal dialogué et qui m'ont... Thomas Fourmeux en particulier m'a sauvé la mise une fois ou deux techniquement. Donc merci à eux. Je vous remercie. Alors bonjour, donc moi je suis Claire Cassaigne, je suis professeure documentaliste à Paris et je suis le webmestre du blog Fenêtre Sûre. Alors d'abord je voudrais vous remercier de m'avoir invité, je ne connaissais pas vraiment Rouen, donc maintenant je connais un peu mieux. Alors ce que je vous propose c'est de parler de médiation documentaire et de dispositifs numériques au CDI en partant donc de mon expérience sur le collège où j'exerce. Mais pour qu'on soit tous d'accord avec les termes que je vais utiliser, je vous propose de revoir les définitions que moi j'utilise pour médiation documentaire et dispositifs numériques. Donc, pour moi, la médiation documentaire, c'est la définition de Cécile Gardiès et d'Isabelle Fabre, à savoir, elle a deux buts, accompagner l'usager et faciliter les usages. Et elle se décline sous deux facettes, la gestion, donc mise à disposition, traitement et accès de l'information, mais aussi une facette pédagogique, celle de l'appropriation de l'information. Et cette médiation documentaire, je la vois surtout d'un point de vue dispositif numérique, en reprenant alors la définition de Viviane Cousinet des dispositifs techniques, donc que j'adapte au numérique. Et donc dans cette définition, ce que j'apprécie, c'est notamment le fait qu'elle parle d'une intention. On utilise un dispositif pour un but précis, et ce but, ce n'est pas d'utiliser un outil numérique, ce n'est pas le bon but. Le but, donc, c'est l'intention. Dans notre cas, c'est celle de la médiation documentaire, à savoir, je rappelle, accompagner l'usager et faciliter les usages. Ce que j'apprécie aussi dans cette définition, c'est que il y a un rappel de l'importance du lien relationnel, puisque nous avons donc un tiers qui articule, il y a un tiers entre les éléments et les objets, et ce tiers, c'est le professeur documentaliste. Donc, quand on utilise des outils numériques, l'humain n'est pas négligé, il est à la base de cette relation. Et ce qui m'intéresse d'autant plus dans cette définition, c'est la notion de contrainte. En tant que professeur documentaliste, quand j'utilise des dispositifs numériques, j'ai à faire face à deux types de contraintes. Les contraintes qui sont liées en fait au contexte, donc au collège, ce sont des contraintes temporelles. Est-ce que le dispositif va être utilisé hors classe ou pendant le temps de la classe? Ce sont aussi des contraintes budgétaires, puisque quand on a des dispositifs numériques, elle se pose la question, faut-il les acheter ou est-ce qu'on utilise des outils gratuits? Et donc arrive par là la troisième contrainte, c'est une contrainte de compétence. Est-ce que le professeur documentaliste, les autres professeurs ou les élèves ont les compétences d'utiliser ces outils? Et notamment dans la vision d'une contrainte budgétaire, est-ce qu'on a les moyens de détourner les outils gratuits? Parce que souvent les outils que l'on utilise, la première fin n'était pas celle de la médiation documentaire. Donc nous on les détourne, on les braconne au sens de De Certeau pour pouvoir faire de la médiation.
Et donc, l'autre contrainte, hors du contexte d'établissement scolaire, c'est les contraintes de l'outil en lui-même, puisque l'éditeur de l'outil a créé cet outil dans un but qui n'était pas celle de la médiation, et donc on détourne. Alors, du coup, face à ces deux définitions, moi, les enjeux que je trouve qu'il faut souligner, c'est donc comment accompagner les usages, comment accompagner les usagers, comment faciliter les usages, qu'apporte le numérique et y a-t-il des évolutions qui sont observables par rapport donc à la médiation documentaire qui ne serait pas numérique. Donc pour répondre à ces questions, je voudrais donc vous parler de mon expérience en collège. Donc moi j'exerce dans un collège éclair, donc école, collège, lycée pour l'ambition, l'innovation et la réussite. C'était le dernier né des ZEP et maintenant le tout dernier c'est les REP+. Donc nous on n'est plus REP+, on est rétrogradé à REP. Voilà. J'exerce dans le Paris, dans le 18e, c'est-à-dire que c'est juste en dessous du périphérique nord. Il y a 350 élèves, 35 professeurs et la moitié sont des contractuels. Donc c'est-à-dire que tous les ans, les professeurs changent et quand on essaye de mettre en place des dispositifs de médiation documentaire, eh ben, il faut tous les ans réexpliquer puisque le public et les professeurs font partie aussi de notre cible de la médiation documentaire, changent également. De plus, on n'a toujours pas de NT, du coup c'est difficile de promouvoir les outils numériques. Alors, ce que j'aimerais aujourd'hui vous parler, c'est plutôt la médiation documentaire dans sa facette pédagogique, avec l'éducation aux médias et à l'information, qu'il faut prendre dans un sens plus large que le sens journalistique, donc de médias. Il s'agit de chercher l'information, traiter l'information, communiquer l'information. Et cette éducation aux médias et à l'information prend la forme d'une progression avec des compétences qui allient savoir-faire, savoir théorique et savoir-être. Et elle se décline sur plusieurs projets en fonction des niveaux. Donc par exemple, l'infodoc concerne les 6e. Nous avons une classe média en 5e. Le défi Babelio, c'est pour les 4e. Et l'histoire des arts et les dossiers de SVT pour la 3e. Il y a bien sûr d'autres projets. Alors ce que je vous propose, c'est de faire un focus sur l'exemple des jeux sérieux utilisés en infodoc. Donc l'ancien IRD. Alors, pourquoi les jeux sérieux ? Tout d'abord, il y a des contraintes qui sont liées à l'emploi du temps. Dans mon cas, l'infodoc est inscrite à l'emploi du temps. C'est 1 heure tous les 15 jours en demi-groupe. Donc, les élèves me voient, entre 2 cours d'infodoc, il y a environ une 50aine d'heures d'autres disciplines. Donc, comme tous les professeurs, ce que j'aimerais, c'est que les élèves retiennent ce que j'ai raconté, ce que j'ai essayé de leur apprendre. Et du coup, nous avons donc face à des contraintes de temps d'un côté et des objectifs pédagogiques, un besoin de faire en sorte que les élèves aient envie de revoir, envie de revoir ce qui a été appris, de s'exercer pour acquérir de la méthodologie. Et du coup, les jeux sérieux, ça apparaît comme une solution, pas la solution, mais une solution, puisque le côté ludique du jeu va rendre attrayant ces révisions. Alors, comment concrètement se font ces jeux sérieux ? Alors, ils se font sous 2 étapes. La première, c'est en fin de séance, à la fin de chaque heure, je propose quelques jeux avec Learning Apps. Alors, les jeux Learning Apps sont intégrés dans l'EasyDoc, puisque je n'ai pas de NT, que nous n'avons pas de NT. Donc, il y a une rubrique cours d'infodoc. Dedans, je mets mes cours en ligne et j'ai aussi un onglet site internet où, pour chaque séance, ils retrouvent les différents jeux qui sont associés. Il peut y avoir plusieurs jeux, mais les élèves sont amenés à en faire un seul. Peuvent en faire un seul. Il y a toujours des gens qui sont plus rapides. Donc, du coup, j'en ai d'autres en prévision. Et sinon, ils doivent en faire un obligatoirement, on va dire. Alors, ces jeux, durent environ 5 minutes chacun, un peu moins de 5 minutes chacun. Alors, comme ce sont des collégiens, j'essaie de faire des choses très ludiques. Et celui qui marche vraiment, vraiment beaucoup, c'est lorsqu'il faut jouer contre son voisin. Donc, du coup, là, vous avez en face de vous une course de chevaux.
il faut être plus rapide que son voisin, ou alors si on n'a pas d'amis, contre l'ordinateur. Voilà. Pas d'amis. Alors les jeux sont faits donc par Learning Apps. Learning Apps, c'est un site internet qui a été créé par une université suisse. Donc la langue d'origine de l'interface, c'est l'allemand, mais rassurez-vous, vous pouvez le mettre en français. Et les élèves ne verront jamais que c'était l'allemand à l'origine. Ils verront ce que vous avez mis en ligne. Du coup, ils ne verront pas que vous n'avez pas forcément tout compris des fois. Puisque de temps en temps, il y a des problèmes de traduction, mais quand il y a des problèmes de traduction, ils l'ont mis en anglais. Donc c'est un peu plus facile. Alors là, je vous ai mis la page d'accueil du site, et vous pouvez voir qu'il existe différents types de jeux. Alors des jeux de sélection, c'est-à-dire par exemple on va trouver des mots-mêlés dedans, des QCM. Alors les QCM, ça peut être utilisé pour le lycéen. La course des chevaux, je suis pas sûre au niveau lycée, mais bon. Vous avez aussi des associations, donc ça va être des paires. Vous savez, le jeu où il faut trouver la page, enfin l'image avec le mot. Ça peut être, enfin voilà, c'est des puzzles. Les séquences, c'est pour mettre dans l'ordre. Alors c'est très bien aussi pour les profs de maths, mais nous, on peut mettre ça pour tout ce qui est cotes. L'écriture, c'est l'élève qui doit écrire sa réponse. Donc ça peut être sous forme de pendu, compléter un texte à trous. Et multijoueur, ça marche énormément avec les élèves du collège. Alors là, je vous ai fait une capture d'écran de comment on crée un jeu, techniquement parlant. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit juste de taper sur votre clavier. Il n'y a pas de code à apprendre. Il suffit juste donc de remplir le champ titre, le champ consigne, sachant que les élèves pourront retourner à chaque fois au champ consigne très facilement. Il y a un petit point d'interrogation, on appuie dessus et puis on retrouve la consigne. Alors après, ça dépend des jeux, comment ils sont, quel jeu vous avez utilisé. Mais la majorité d'entre eux, c'est sous ce format-là. C'est-à-dire vous pouvez mettre en question soit du texte, soit une image, soit une vidéo, soit un son. Soit vous écrivez un texte et l'ordinateur va synthétiser la voix. En réponse, vous pouvez mettre toujours du texte, une image, un son. Et donc ainsi, vous réorganisez vos questions et vous pouvez mettre des remarques pour aider les élèves. Alors, une fois que vous avez enregistré votre jeu, vous arrivez sur cette page-là. Et là, vous voyez qu'il y a en bas à droite, applications privées, applications publiques. Donc par défaut, elles sont privées, mais vous pouvez les rendre publiques. Les rendre publiques, ça veut dire que tous les autres professeurs pourront, dans la barre jaune tout là-haut, c'est écrit « Parcourir les applications ». Et quand vous irez dedans, vous pourrez voir donc tous les autres jeux qui ont été créés. Quand vous voyez d'autres jeux et vous dites « Ah, celui-là, il serait bien, mais j'aimerais bien changer un petit truc », eh bien, en bas à gauche, vous avez une barre « Créer une appli similaire ». Donc vous cliquez dessus, vous retombez sur cette page-là, vous changez, vous réenregistrez, et voilà, votre jeu est fait. Donc c'est très facile ainsi de mutualiser nos jeux et de s'inspirer de ce qu'a fait son voisin pour réadapter à notre contexte à nous. Après, donc une fois que vous l'avez enregistré, vous avez 3 façons de l'intégrer dans votre catalogue ou dans autre chose. Vous avez donc le lien hypertexte, le lien classique. Par exemple, pour moi, pour EasyDoc, j'avais mis juste le lien classique dans EasyDoc, oui. Et du coup, ça fait une petite image tout seul et voilà. Vous avez le lien vers le plein écran et vous pouvez intégrer. Donc, c'est-à-dire que les élèves ne sont pas obligés d'ouvrir un nouvel onglet. Enfin, ça ne va pas ouvrir un nouvel onglet, ça va être directement dans le site web. Vous pouvez faire comme ça jouer les élèves. Je ne suis pas sûre d'avoir été très claire. C'est clair ou... C'est bon ? Ok. Et pour ceux qui aiment les QR codes, vous voyez, vous avez aussi le petit QR code en bas à droite. Voilà. Alors, pour ceux qui seraient intéressés par Learning Apps, il y a un an, je crois, j'avais fait un tutoriel pour créer des parcours. Alors, les parcours, c'est-à-dire qu'en fait, sur Learning Apps, vous pouvez faire que des petits jeux tout seul. Sauf que si vous voulez faire un parcours, c'est-à-dire que l'élève valide l'étape 1 pour pouvoir aller sur l'étape 2 qu'il devra valider pour aller à l'étape 3, donc une progression, il faut mettre du code. Et dans ce cas-là, vous utilisez ce tutoriel, vous recopiez le code, vous le collez, il n'y a pas grand-chose à changer. Et comme ça, vous avez tout un parcours. Et vous avez aussi dedans des idées pour scénariser un peu avec des sites pour faire des bandes dessinées,
pour que ça soit un peu plus rigolo pour les élèves. Donc c'est sur Fenêtre Sûre. Alors, on reprend. Donc, on a fait en fin de séance notre jeu avec Learning Apps. Et en fin de séquence, cette fois-ci, pour réviser avant le contrôle, on peut utiliser Mission IRD. Donc Mission IRD, c'est un jeu qui avait été fait à l'origine avec Learning Apps, puis il a été fait avec un logiciel payant qui s'appelle Storyline, je crois bien, et qui est très très cher. Du coup, c'est le CRDP de Paris qui l'avait acheté, puisque ça a été fait lors d'un projet contre les pour lutter contre la fracture numérique grâce aux ressources numériques. C'était un projet du Fonds social européen. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Mission IRD, c'est 3 petits personnages qu'il faut aider. On a Philly, une martienne, Willy, un hamster, et Dali, le fantôme de Salvador Dali, mais qui s'ignore puisqu'il est amnésique. Du coup, à chaque fois, quand vous cliquez sur un petit personnage, il vous raconte un peu sa vie, et en gros, on est amené à l'aider. Pour l'aider, il faut aller au CDI, bien entendu. Et on a des petits jeux. Par exemple, ici, c'est un mot croisé. Mais vous pouvez aussi avoir... qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des espèces de puzzles aussi. Des textes à trous. Donc, vous voyez, en bas à gauche, il y a un petit point d'interrogation pour avoir de l'aide. Et si on n'y arrive toujours pas avec cette aide et qu'on se trompe... On a un petit rectangle qui arrive en disant que ce n'est pas la bonne réponse, mais qui donne des indications, donc des rappels de cours, pour réussir à passer l'épreuve suivante. Voilà. Donc, il y a 3 missions avec chacune des objectifs particuliers. Mission Philly, c'est plutôt s'orienter dans le CDI, distinguer fiction et documentaire. Mission Dali, c'est plutôt la recherche avec EasyDoc. Et Mission Willy, c'est sur le web. Et Mission IRD, à l'origine, était téléchargeable sur missionird.zz.mu, sauf qu'on s'est rendu compte très récemment que les serveurs du rectorat interdisaient l'accès au site zz.mu. Donc, du coup, le CRDP de Paris a bien voulu l'héberger. Vous pouvez également le télécharger, mais c'est plus facile de le télécharger via zz.mu, parce que pour l'instant, je n'ai pas réussi à faire le changement pour celui de l'Académie de Paris. Bon, quand vous le téléchargez, vous voyez, c'est un zip qui fait 3 mégas, donc ça peut se tenir sur une clé USB, donc vous pouvez le télécharger chez vous et ensuite l'installer sur chacun des postes à partir d'une clé USB. Alors, le bilan de ces jeux sérieux, c'est que ce sont des élèves très motivés. J'ai déjà entendu dire plusieurs fois « Chut, c'est fou, sinon on n'aura pas le temps d'aller sur les ordinateurs et on ne pourra pas jouer ». J'ai eu aussi des élèves qui sont venus sur les heures de permanence en disant qu'ils veulent jouer à Mission Philly. Ils veulent faire ça, ou ils veulent jouer aux petits chevaux pour réussir contre leurs voisins. Ça facilite la mémorisation, parce qu'ils le revoient ce qui lui a été appris dans le cours, mais aussi pour certains, finalement, se souvenir de ce qu'il avait fallu faire pour réussir le jeu, et c'est plus facile de se souvenir de ce que le professeur a dit. Sachant que les deux sont quand même liés, mais pour eux, c'est plus facile. Alors par contre, comme tout outil numérique, on a des fortes contraintes techniques, à savoir, il faut qu'Internet marche. Pour Learning Apps en tout cas, Mission IRD, vous pouvez le télécharger avant, donc il a fallu à un moment donné qu'Internet marche. Ensuite, il y a un problème technique par rapport à Learning Apps. Si vous pouvez créer des classes, je vous dirai ça juste après, mais on a du coup des problèmes de mots de passe. Et enfin, autre chose, pour faire des jeux, le mieux, c'est quand même qu'un élève soit devant chaque poste. Donc ça veut dire que si vous avez une demi-classe et qu'ils sont 24 dans la classe, ça fait 12. Ça veut dire que vous devez avoir 12 postes informatiques dans le CDI. Ils sont bien occupés ici. Chez moi, ça fait pas ça normalement. Alors, les perspectives, c'est donc créer des comptes classes et créer des jeux par les élèves. Alors, j'explique. Sur Learning Apps, donc, on peut créer des comptes pour que chacune des classes, comme ça, on leur attribue des applications, donc des petits jeux. Et ensuite, en faisant un clic droit sur chacune des applications, on peut savoir qui sont les élèves qui l'ont réalisé le jeu, qu'ils ont réussi ce jeu ou pas.
Et aussi, on peut demander aux élèves de créer des jeux, et ainsi on pourrait leur faire réviser par eux-mêmes les acquis, en créant le jeu et puis en faisant tester aux autres élèves. Voilà, mais donc se pose le problème, puisqu'on n'a toujours pas de NT et que c'est un site suisse, ça crée de nouveaux identifiants et de nouveaux mots de passe à gérer. Alors, du coup, en conclusion, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre un peu de recul par rapport aux questions que je vous avais posées, que je m'étais posées. Donc, comment accompagner les usagers, comment faciliter les usages, qu'apporte le numérique et y a-t-il des des évolutions observables? Alors, ça, c'est une réflexion assez personnelle, donc peut-être que vous ne serez pas d'accord, peut-être que vous voudrez me dire ce que j'ai raté ou loupé, ou si vous avez d'autres suggestions à me faire. Mais moi, j'ai l'impression que les dispositifs numériques permettent de la dissémination. La dissémination, c'est la multiplication des accès aux ressources, c'est-à-dire que l'on fait, on va à la rencontre des élèves. Et ainsi, la dissémination, dans le cadre des jeux sérieux, eh bien, c'est faire des jeux, tout simplement. Les élèves, en tout cas dans mon collège, ils veulent aller sur l'ordinateur pour faire des jeux. Donc, du coup, là, on se rapproche d'eux. Dans le cadre du défi Babelio, ça serait d'aller sur un réseau social. On va à leur rencontre. Les dispositifs numériques permettent également l'interaction, c'est-à-dire que les élèves ne sont plus que consommateurs, ils sont acteurs. Donc, dans le cas des jeux, soit ils jouent avec d'autres élèves, ils confrontent ainsi leurs apprentissages, mais aussi, dans le cadre du défi Babelio, par exemple, ils créent des critiques, ils créent des quiz. Tous ces dispositifs numériques permettent et facilitent également la mutualisation, donc la mise en commun des ressources et des compétences. Et c'est bien sûr les ressources et des compétences, notamment des professeurs documentalistes. Et donc, je voudrais vous parler d'un petit projet que l'on a eu avec Marion Itessa, Christine Jeudi et Tiffany Jourdain. C'est donc de créer un grenier des compétences infodocumentaires pour le collège. C'est une sorte de mallette de petits jeux sérieux créés avec Learning Apps. Et du coup, ils sont tous publics, donc vous pouvez y aller et regarder. Et si ça vous intéresse, vous faites modifier l'application et vous changez pour adapter à votre établissement à vous. Alors c'est collège, hein, c'est pas lycée. Si vous tapez grenier de compétences infodocumentaires, vous l'avez pour l'Académie de Besançon, si je me souviens bien. Alors, oups, je me suis trompée. Du coup, comme on a vu que les outils numériques facilitaient dissémination, interaction et mutualisation, on peut voir qu'il y a une sorte d'évolution grâce à ça, notamment au niveau des missions des professeurs documentalistes, puisqu'on est passé d'une mission de diffusion des contenus à celle de la création ex nihilo de contenus, donc des jeux sérieux, des critiques. En gros, il ne s'agit plus de savoir si le web, ce que le web nous apporte, oui c'est ça, mais plutôt qu'est-ce qu'on peut apporter au web. La cible, du coup, elle change également, puisqu'avant, on ciblait les usagers, donc les élèves et les professeurs de notre espace, du CDI, de notre établissement. Et là, il s'agit de toucher toutes les communautés d'intérêt, donc tous les élèves qui peuvent avoir les mêmes profils que les nôtres, tous les professeurs documentalistes qui sont confrontés aux élèves qui ont le même profil que les nôtres. Et dès lors, l'échelle de la politique documentaire change également, elle passe du local au global. Donc la politique documentaire dans ses différentes facettes, puisque quand je fais de la communication, eh bien, je ne pense plus qu'à mon établissement, je ne communique plus qu'à eux, mais je le fais à l'échelle globale. Donc j'utilise tout ce qui est curation de type Scoopit, Twitter, etc. Mais également, quand j'agis local et je pense global, en termes de formation et en termes de gestion, je prends en compte ce qu'il y a, qui n'est pas forcément payant d'ailleurs, mais tout ce qu'il y a autour de nous, de moi. Du coup, la conclusion par rapport à ces questions, c'est que en facilitant la communication, le numérique facilite également la mutualisation, et dès lors, la médiation documentaire bénéficie de l'intelligence collective.
Donc au final, au centre de la médiation documentaire via les dispositifs numériques, on ne trouve pas l'outil, mais on trouve toujours l'humain. Donc je vous remercie de votre attention.